Salut à toi camarade, c'est le Pirate Aventurier. Je te propose ici un tutoriel complet sur l'installation du toit ouvrant de chez Overlandise sur le Defender 110. Pour info, je me base sur la notice de construction fournie par The Overlandise pour les étapes que je vais annoncer. Je t'invite d'ailleurs à faire un tour sur leur site pour que tu puisses voir ce qu'ils proposent. C'est un constructeur allemand et tu as le choix de faire monter ton toit par l'entreprise ou de le monter toi-même pour moins cher évidemment. Pour la première étape, il s'agit bien évidemment de démonter le toit. Avec un Defender, c'est assez facile. Pas de découpe, tout est boulonné et jointé. Donc c'est plutôt cool pour commencer. Pour le joint du haut de pare-brise, une lame assez profonde te sera nécessaire. On vient à présent ouvrir le pack comprenant les deux cadres, tout est en aluminium et donc léger. Le kit complet n'ajoute que 45 kg au véhicule. Pour cette étape, vaut mieux être deux. 1, 2, 3. Oh putain. Oh, une décapotable. Je vais où? Mais le tout n'est vraiment pas si lourd, je dirais une trentaine de kilos, donc inutile de t'embêter avec ça. Te voilà désormais avec un modèle unique de Defender décapotable. Sans plus tarder, il faut placer le cadre inférieur à la place de la coque de toit. La découpe se marie parfaitement. Et pour chaque étape de jointage, il faut nettoyer la surface à l'acétone ou white spirit. Attention, selon les modèles, il faut prendre en compte un petit détail. Alors il y a une petite particularité ici, en fonction des modèles et des années, ce petit truc là, cette languette en ferraille, elle n'est pas au même endroit. Apparemment il y en a certains, ils sont obligés carrément de le couper comme ça là, comme sur la photo, et le cisaille. Sinon ce qui est marqué dans le manuel, c'est que s'il n'y a qu'un écart de 1 ou 2 mm, essayez de plier la languette, et c'est ce que j'ai fait. La languette était 2 à 3 mm trop à l'intérieur, et juste en la dépliant, j'ai pu glisser le cadre. C'est parfait parce que ça permet de garder les points d'accroche. J'ai réussi à les rentrer pile poil, ici et ici. Il a fallu un peu les déplier. Juste avec ça, ça suffit. Ils ont marqué coup de marteau aussi, mais je préconise plutôt la manière douce. C'est mieux et ça tient quoi. Maintenant que le cadre est bien posé, il faut marquer à chaque fois qu'il y a un trou pour les vis là. Donc c'était les anciens trous et avec les anciennes vis qui tenaient le toit. Il faut refaire un marquage parce que c'est maintenant sur le cadre que tu vas visser toutes ces vis là. Donc c'est parti, il y a du boulot. Il est plus pratique de disposer les serre-joints aux 4 coins du cadre pour être sûr de ne pas le déplacer pendant les coups de marqueur. D'ailleurs, je te conseille de tous les marquer, même si certains sont vraiment proches les uns des autres. Tu verras pourquoi par la suite. Allez, on passe ici à l'étape des écrous arrivés aveugles, fournis dans le sachet 4 si vous êtes sur la notice Overlandise. Au préalable, on a tracé juste avant, comme on l'a vu, tous les points. Ces points maintenant, il va falloir les percer, forer en alu 8,5. 8,5 ça passe bien parce que le but c'est que ça force un petit peu quand ça passe, que ça tienne un peu dedans quoi. Avant tout, pour te simplifier la vie, en fait tu vas foutre la pointe là, taper un coup. Au moment de percer, ça permet à rester stable quoi et à pas partir dans tous les sens. Donc là, petite vérification, si ça passe 8,5, c'est quand même tout juste. On place, on met la pointe. Ça rentre, nickel. Hop, ça reste bien bloqué. Ce qui fait que quand on va ensuite le remettre dans l'autre sens, sur le dessus là, les écrous ils vont pas tomber. Et une fois arrivé là-dedans, ici il faudra foutre l'écrou. Ça va arriver en face justement de ces trucs là. Donc là c'est parti pour les faire tous. C'est 1 heure par étape, mais il y a moyen d'être efficace et de le faire en 15 minutes. Allez. Et tu tapes, c'est ta façon d'aimer. Et oui, ne pas oublier les côtés aussi. Ah, relou les côtés, hein. Là, j'enlève les plaques d'étanchéité de joint de porte au décapeur thermique. C'était pas forcément marqué à ce moment-là sur la notice, mais le soir arrivant, je ne voulais pas me lancer sur une tâche compliquée. J'en profite pour les rendre hyper lisses. Le lendemain, constatation des défauts. La majorité des trous ont bien été percés en face et la plupart des boulons ont pu être vissés, mais il y a toujours des imprécisions. Voilà pourquoi je t'ai conseillé de les faire tous pour pallier à l'éventualité que certains ne passeront pas, notamment ceux à l'intérieur du montant de porte. J'en profite pour te montrer l'outil indispensable pour faire sauter les accroches de garniture en plastique sans les détruire.
Petit plus optionnel, si tu dois teinter tes vitres, c'est le moment le plus opportun, car tout est accessible plus facilement avec les garnitures enlevées. Alors, je te conseille de les faire dès maintenant. Allez, on enchaîne sur l'étape suivante, donc c'est la mise en place de la charnière en aluminium. Il y a deux parties. Surtout ne pas se tromper et prendre la forme la plus complexe en premier. La première dont il faut s'occuper, c'est celle-là, celle avec cette forme-là. D'après le manuel Overlandise, il faut faire 25 trous. La barre, elle fait 143 cm. Si on la mesure, elle fait 143. Donc 143 divisé par 25, 5,72. Petite particularité, pour pas commencer ton premier trou à 5,75 et finir sur le bord, il faut rediviser 5,75 par 2. En fait, ce qui va se passer, c'est que si tu commences ici, tu as ton premier trou à 5,72, donc ici, et ici le dernier, il arrive au bord. Il faut juste prendre en compte ça, 5,72 divisé encore en 2, 2,86. Tu commences ici à 2,86, ce qui fait qu'au bout du 25e trou qui va arriver ici, tu auras aussi 2,86. Et là, les 25 trous sont répartis équitablement en plein milieu. Il y a bien un moment où il faut être précis, c'est maintenant. Donc les marqueurs comme ça là, avec la pointe défoncée, t'oublies. Parce qu'avec ça, marqueur de chiasse, tu fais de la merde. Un bon marqueur avec une pointe fine, et là, tu auras du bon travail. Après, si tu veux un résultat de chiasse, bah, tu travailles avec de la merde. En ajoutant 5,72 cm entre chaque trou, on arrive bien au bout de 25 trous à 143 cm. On est donc bon pour percer. Maintenant, il faut ébavurer tous les trous qu'on vient de faire à la meuleuse. Ici, une des étapes les plus cruciales. Il faut aligner parfaitement la charnière ici. Donc voilà la charnière que j'ai mis là. Et en fait, elle doit être parfaitement alignée au cadre, ici tout le long. Donc c'est pour ça qu'il faut poser le deuxième cadre bien comme il faut, bien en parallèle. Parce que si cette charnière ici, elle est un peu trop décalée, ne serait-ce que d'1 millimètre, bah en fait ça va foirer la descente de ce cadre. Bon, grâce à des serre-joints ici, pour le moment, je maintiens la position de serre-joints. Et là, bah, je vais pouvoir tracer. Et comme ça, c'est sûr que mes trous, ils sont alignés avec la charnière quoi. Pour les serre-joints, j'ai pris les anciennes générations parce qu'en fait, c'est pas hyper gros là pour pouvoir rentrer là-dedans. Parce que si je prends les modernes là, ils sont beaucoup plus gros et ils passaient pas là-dedans. Donc des fois avec le vieux matériel, c'est mieux que les nouvelles merdes là. Désormais prête, la pièce doit être placée au-dessus du pare-brise pour reporter les trous. Après avoir reporté et marqué les emplacements des trous, il est temps de percer, puis ébavurer à la meuleuse comme toujours. Après t'être muni d'une pince à rivet, tu constateras qu'elle ne passe pas jusqu'au fond du rivet à cause du trop petit espace avec la charnière. Il faut donc lui faire une petite découpe. Désormais, ça passe. Il faut alors déposer de la colle Sikaflex abondamment sur cette partie, car je rappelle que c'est l'avant du pare-brise où l'eau peut vraiment s'infiltrer en roulant à fond sous la pluie par exemple. Et sans perdre de temps avant que la colle ne durcisse, il faut placer les rivets et les fixer de suite. Quand ça fait ça, après c'est la merde. Sa mère le bousingue. Et voilà le résultat. On a le cadre supérieur du toit ouvrant à mettre sur le toit d'origine. Mais avant ça, il faut s'occuper des résidus de rivets, tout ça. Tout ce qui va gêner parce que tous les trous, en fait, vont être réutilisés. Tout ce qui est ancien rivet, va falloir y aller à la meuleuse. L'étape suivante, le cadre relevable sur l'ancien toit. Il faut bien vérifier par rapport à ces trous-là que le côté qui fait 99 cm d'ici à ici soit bien vers l'avant du véhicule. Une fois que j'ai repéré ça, moi j'ai juste mis des flèches parce que cette partie-là est plus longue. Donc il faut faire attention. Alors là, pour l'alignement, il n'y a pas grand-chose qui est marqué. Ici, j'ai 2,4 et je viens ici, j'obtiens également 2,4. L'avant, l'arrière, on pourrait se poser la question, où est-ce qu'on arrête vers la profondeur le cadre? Je suis parti sur le principe qu'il fallait quand même 2,4 à l'arrière. J'ai mis 2,4 également. Comme ça, dans la logique, on a ici la même surface qui dépasse du cadre. Et ensuite, il faut surtout venir confirmer ici avec cette lamelle dans la forme du toit. Là, il faut regarder aussi, il y a plusieurs rails. On va aller prendre le rail le plus à l'extérieur. Elle est comme ça par rapport au sol, ici un petit peu. Et puis là, hop, c'est courbé et d'un coup, ça devient vertical. Et le vertical, bah, il est fait pour aller épouser le cadre ici. Et là, bah, tant pis, c'est un petit rebord qui dépasse. Une fois qu'on a validé l'emplacement des serre-joints, et là, va falloir aller foutre des coups de marqueur en dessous à chaque trou. Et après, va falloir percer 250 000 trous. C'est parti. Tout comme le cadre inférieur, marquez la totalité des emplacements, même s'ils sont très rapprochés, dans l'éventualité de ne pas arriver à tous les fixer. Attention à ne pas percer dans les emplacements à cylindre à gaz.
s'attaque maintenant à la languette avant. Il faut reprendre les mêmes rivets avec cheville 4,9. Mais avant cela, pour la percer, du coup, on va prendre la partie centrale. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai placé un trait au milieu de cette partie-là, là. Sachant qu'il faut mettre 10 à 15 rivets. J'en mets 15, je préfère. C'est la partie avant. Pas envie que ça s'envole, tu vois, sur l'autoroute, quoi. La lamelle avant est désormais dans sa position avec des serre jointes. Toujours ma petite astuce, je vais percer une fois ici à l'opposé. Je vais placer provisoirement les rivets, donc juste comme ça, hein, ne pas rifter. Et ça va me permettre de faire tous les autres trous en étant sûr que ça n'a pas bougé. Je place les rivets aux extrémités pour être sûr que la plaque est bien positionnée. Une fois que tout est percé, ébavuré, nettoyé et passer une bonne ligne de colle Sikaflex avant de venir poser les rivets. On a désormais la plaque avant riftée sur le cadre supérieur. Et l'étape maintenant d'après, c'est que on doit prendre l'ensemble et aller le poser au-dessus pour s'assurer que le cadre soit bien aligné avec la charnière. Que là, voilà, la charnière du bas, elle est fixée, on peut plus la bouger. Ce qui conseille, c'est de mettre la deuxième charnière en place et de mettre le cadre. Sauf que si je mets mon toit ici, il y a un petit écart, ok? C'est normal. Sur le manuel, c'est dit qu'on mettra le joint plus tard et qu'il faut trouver des entretoises parce que c'est ce truc-là qui font 13 mm, il me semble. Donc, j'ai cherché un moment des morceaux de bois qui faisaient 13 mm. J'avoue que c'est compliqué de trouver pour deux côtés pile poil quelque chose qui fait 13 mm. Mais j'ai trouvé un truc que tu auras aussi. Tu te rappelles de ça là? Les barres là. Ça, c'est les barres qui servaient à tenir les joints là des portes. Si tu les mets comme ça, ah bah, tu peux regarder. C'est parfait. Et voilà. C'est pas magnifique ça? Pile poil à la bonne taille. Donc là, les petits bois, pas besoin. Bastante de ces conneries. On va mettre les 4 lamelles de joint de porte dans les 4 coins. Et c'est parti pour poser le cadre supérieur par-dessus. Ok, maintenant je le sers. Là, regarde, par exemple, il faut que tu vois que... Grâce aux 4 plaques de joint de porte, j'ai pu poser le cadre à la même hauteur. C'est ce qui m'a permis d'aligner correctement tout l'ensemble avant de placer les coups de marqueur aux bons endroits sur la charnière. Avant d'aller plus loin, j'ai décidé de peindre les deux cadres, car une fois installés, ce sera plus compliqué. Et petite astuce, si tu veux être encore plus efficace, peins-les dès le début. Car pour le cadre inférieur déjà en place, j'ai perdu pas mal de temps à protéger les portes à ne pas peindre. J'aurais dû le faire avant la mise en place sur le véhicule. Je m'attaque désormais à la charnière supérieure que je ne peindrai pas, car elle coulisse au millimètre près dans la deuxième partie, donc pas d'épaisseur en plus. Toujours la même procédure, percer, coller et rifter. Comme pour la charnière du bas, 25 trous sont nécessaires. J'en suis à l'étape où il faut placer les supports de vérin sur le cadre supérieur et inférieur. Donc il est dit qu'il faut partir du centre de la charnière ici et venir apposer le support à 141,5 cm dans le creux qui est fait sur le support supérieur. Et 141,5 cm, ça va arriver au milieu. Forer 6 mm. Je vais faire une marque au cutter puisque maintenant j'ai peint mon cadre, donc je vais rien y voir si je mets un coup de marqueur noir. Donc rayure avec la lame de cutter à 141,5. Ici, ne surtout pas se tromper de mesure. Il est marqué qu'il faut respecter la mesure au millimètre près, sous peine qu'il y ait des problèmes de fermeture avec les cylindres à gaz. La même chose sur le cadre inférieur, placez tout ça avec précision. Petit tips, j'utilise d'abord un foret 5,9 mm pour percer comme un bourrin dans un premier temps. Ce foret va s'abîmer et perdre petit à petit en diamètre, voilà pourquoi je termine avec celui de 6 pour un travail de précision. Il faut être précis car sinon le rivet avec flotte dans son emplacement et ne pourra plus venir s'écraser à l'intérieur de la charpente. La vis le fera flotter indéfiniment, ça m'est arrivé. Idem de l'autre côté évidemment. Il faut maintenant visser les œillets articulés sur les amortisseurs à gaz. Et pour un des deux côtés, il faut déjà prévoir à les mettre en place sur leur levier parce que c'est celui qui va rentrer dans le cadre supérieur, dans l'encoche prévue à cet effet. Et après, on n'y aura plus accès, donc on ne pourra plus visser sur le côté. Mais bien évidemment, il faut avant venir retourner le cadre et le fixer sur la coque de toit. Une fois qu'on a passé le Sikaflex tout autour et qu'on a posé le cadre, il faut de suite venir visser. Comme ça, le Sikaflex, il sèche dans la bonne position, écrasé entre le cadre de toit et le toit.
Même s'il y en a certains qui sont vraiment espacés de 5 cm chacun, ça fait beaucoup de vis au même endroit. Et je conseille de toutes les faire parce qu'il y a certaines vis qui ne prennent pas, qui ne sont pas pile poil en face. Donc vaut mieux mettre tout et ensuite tu mets ce que tu peux mettre, quoi. Donc fais pas le con, tu mets tout. Il faut maintenant s'occuper des profilés en aluminium 20 cm par 10 cm 2 mm. Faire les angles à 45 degrés au bout, ici là. Donc pour ça, ma technique, celle-là, qui sont à 90 degrés. Il me reste plus qu'à tracer. Pareil, tu viens tailler ici l'espace pour les supports d'amortisseur. Je te conseille de faire ça avec un Dremel. J'en avais pas à disposition, donc j'ai fait le bourrin à la meuleuse. Mais franchement, c'est pas ouf dans les finitions. Donc achète-toi un Dremel, c'est beaucoup plus précis. Bon là, ce joint là, je sais pas pourquoi, c'est dans je sais pas combien d'étapes, alors qu'on passe tout le temps là pour faire les travaux, et ça me fait chier. Donc on va s'en occuper maintenant, en espérant qu'il n'y avait pas un truc avant à mettre. Franchement, je te conseille de fixer ça dès le début. Du moment où le cadre inférieur est posé, tu peux t'en occuper de suite. Car vraiment, ce truc m'a emmerdé jusqu'à cette étape. Et encore, cette étape était placée encore plus loin dans le manuel, et ce pour aucune raison. Encore une étape qui n'est pas marquée dans le manuel. Mais si tu souhaites isoler ton def, je te conseille de profiter que le toit soit démonté pour le faire. J'ai terminé l'isolation de mon toit, j'ai remis ce qu'il y avait avant. Si jamais tu veux remettre ce qu'il y avait avant, donc c'est quand même possible. Les deux premiers morceaux, il n'y a pas besoin de découpe. En revanche, celui de devant, c'est sûr, il faut le découper. Il n'était pas prévu comme ça, il fallait le visser par-dessus. Et du coup, tu avais un rebord qui dépassait. Donc si tu veux vraiment le remettre, tu dois le disquer. Là, pour le moment, c'est pas propre. Plus tard, je viendrai mettre un tasseau de bois, un peu comme j'ai fait au fond là, pour venir le caler parce que du coup, il lui manque pas mal d'accroches. Mais c'est quand même possible de remettre le toit d'avant. J'en suis à la dernière étape avant de mettre le toit ouvrant là-dessus, sachant qu'il fallait attendre 24 heures que le Sikaflex sèche. C'est la mise en place du joint EDPM tout le long et tout ça sur le bord extérieur. Le joint EDPM, c'est celui qui fait 3 cm de large, 13 mm d'épaisseur et après il faut faire les découpes en commençant au ras de la charnière et au ras du cadre extérieur. Ici, c'est-à-dire que j'ai une place à l'intérieur. En revanche, ici, je suis à ras. Il va falloir découper à 45 degrés ici, comme ça le suivant, c'est pareil, il sera à 45 degrés et les deux se rejoignent correctement ici. Dernière petite particularité, ici où les amortisseurs vont venir se ranger, va falloir couper un morceau du joint, enlever 2 cm, il va rester plus que 1 cm qui va venir sur le petit bord ici, puis reprendre ici à 3 cm. Je place le joint dans sa bonne position avec son plastique de protection de colle encore en place et je l'enlève en le tirant tout en maintenant le joint. Maintenant que le joint est posé, on peut désormais poser les pistons à gaz. Alors tu as un peu de choix par rapport aux pistons à gaz. Tu as les 50 kg, c'est le truc qu'on te propose de base. Et moi j'ai demandé des 100 kg. Je compte mettre des trucs sur le toit. Et pour soulever le toit ouvrant, rien qu'à la force des bras, avec les kilos qu'il y aura dessus, vaut mieux mettre le maximum. Alors il existe des cylindres à gaz plus forts que ça. Le problème c'est qu'ils vont être trop gros. Et cette épaisseur qu'il y aura va venir frotter la tente à chaque fois et venir la déchirer à terme. Donc il y en a qui ont essayé et c'est pas passé. Il te faudra un écrou assez long pour pouvoir visser, vu l'emplacement un peu chaotique du boulon. La technique ultime que j'ai trouvée que vers la fin, coincer le boulon à l'aide de la clé et visser à la visseuse par le haut. C'est beaucoup plus simple. J'ai enchaîné direct avec les profilés en aluminium sur le cadre inférieur. Percé, jointé, rifté, tu connais la musique. Et maintenant ma partie préférée, rifter. Après cette séance de muscu, tu peux voir que le résultat est plutôt satisfaisant. Malgré certes mes découpes de bourrin avec la meuleuse pour les angles. Eh bien, je crois qu'il est temps de passer à une étape cruciale du montage de ce toit. Et pour ça, j'ai fait appel à Nico, un fan de tracteurs et de 4x4. Il a fait quelques compètes de tout terrain en France et au nord de l'Afrique avec ce monstre. On peut dire qu'il s'y connaît en mécanique. Il a bien fallu son aide parce qu'autant avant le tout à vide devait faire dans les 30 kg, mais désormais avec l'isolation du cadre supérieur, la charnière et toute la visserie, je pense qu'il est passé entre 40 et 50 kg. Tu comprends maintenant pourquoi le coup d'huile sur la charnière. Particularité, à partir de maintenant, il ne faut plus s'arrêter jusqu'à la pose des 2 pieds de vérin. Un petit peu, encore un tout petit peu, allez, on redescend. C'est ces derniers qui désormais soulèveront le poids de la toiture. Ça fait plaisir de voir ça comme ça.
Désormais, le plus dur est derrière nous. Enfin, ça c'est ce que je croyais. En attendant, constatons les éventuels défauts et les quelques problèmes rencontrés. Comme par exemple ce modèle de schnorkel qui ne peut plus revenir dans son emplacement. Je vais devoir l'enlever provisoirement. Pour pas que le toit parte à gauche et à droite quand tu fais des virages sur la route, faut venir mettre une vis afin que le rail reste en place et ne vienne pas coulisser. Le truc c'est qu'il n'y a pas de filetage de fait. C'est à nous de le faire. Il faut un coupe-fil M6. M6 c'est la taille de la vis qu'on va y mettre. Donc ça ressemble à ça avec cet outil. Je ne sais pas comment ça s'appelle. S'il y en a qui savent, dites-moi le en commentaire. Il faut y aller doucement parce que c'est de l'alu. Si t'es allé trop comme un bourrin, c'est fini. Il y a plus de filetage. Voilà, tu viens prendre là et ensuite t'appuies quand même, sinon c'est un coup à rester sur place et à casser le début du filetage que tu as fait. Et voilà le travail. Désormais, je m'occupe des broches de guidage. C'est les broches qui vont permettre de maintenir le toit en place lors des virages et surtout en tout terrain. Puis, je mets en place les plaques d'étanchéité de porte. Une étape qui aurait pu aussi être réalisée bien avant. Il faut maintenant s'occuper des bandes passe-poil. C'est le profilé en aluminium dans lequel on va glisser le bord de la tente. Mais avant ça, faut couper ici à 45 degrés. Tout ce qui se place dans le coin est coupé à 45 degrés. Après les avoir percés tout le long, je reporte les trous sur le cadre supérieur. Comme tu peux le voir, toujours avec ma technique de 2 forêts à taille différente. Réaliser une dernière découpe pour ici. J'ai enfin terminé de percer tous les trous là sur la charpente. Donc charpente du haut pour passer les barrettes passe-poil. C'est là où on fera glisser un morceau de la tente sur le côté là comme ça. Et là la toile de tente elle va sortir là tout le long. Ça prend quand même une bonne demi-après-midi à faire tous les trous. Après j'en ai fait un peu plus que prévu parce que j'avais pas vu que c'était chaque 20 cm qu'il fallait les mettre. Moi j'ai fait chaque 15. Comme tout était à 15 avant, je suis parti sur 15. Ça sera plus solide mais j'ai pas assez de rivets du coup. L'étape ça va être de passer ces barres là dans le bord de la tente. Et après faut que je relise le truc mais j'ai l'impression que c'est l'ensemble qu'il faut emmener en haut avec les barres déjà dedans. Et après il faut rifter tout ça. Mais là je suis en attente des rivets. Alors en attendant je vais aller percer tous les autres trucs parce que j'en ai marre du perçage. Les bras là ils sont mais au taquet là. On dirait que j'ai fait du 7A toute la journée. Au moins ils sont solides. Ça fait une séance de sport tout en même temps. Ça c'est cool. Étape 13, passer le joint EPDM de 2 mm sur le cadre inférieur sur les 3 faces qui accueilleront la toile de tente. Il faut donc exclure la face vers l'avant du véhicule. Et ici, j'arrondis les bords du support de lit. Je t'explique de suite pourquoi. Là je me suis occupé des profilés en alu 3 cm sur 5 cm, épaisseur 2 mm. C'est les supports de lit en fait. Il fallait donc les percer comme d'hab. Et il n'y a pas marqué à combien il faut les percer. Le support de lit là-bas, il va s'arrêter par là à peu près. On monte dans le lit comme ça. Et là, c'est arrondi pour le deuxième ici parce que c'est les parties qui vont être là. Voilà, de quoi illustrer un peu mes propos. Ici, la barre en alu qui va tenir le lit. Ensuite, c'est ce que je disais, c'est qu'elle vient se terminer ici. Donc là, c'est pour ça qu'il faut le faire arrondi, sinon tu te prends le pic in the face. Et ensuite, là, il faut mettre ces petits profilés. Et en fait, il faut couper un segment ici, en remettre un autre ici, etc. etc. Maintenant, nous voici sur le dernier gros élément à mettre en place sur ce toit, la toile de tente qu'il est préférable de porter à 2. Je suis actuellement en train de mettre en place la toile de tente avec les bandes passe-poil là-haut. Alors pas évident, hein. Faut mettre les rivets en plus ici, là, comme ça, dans cette position, debout sur l'escabeau. C'est pas évident. Bon, voilà pourquoi je filme que maintenant. J'ai mis en place, j'ai accroché et là je vais y aller quoi, c'est parti. Une partie pas vraiment évidente car il est difficile de placer des serre-joints pour tout maintenir en place. Commencer à l'arrière puis finir à l'avant du véhicule. Maintenir le toit à la bonne hauteur d'ouverture maximum et fixer la tente. Attention, quand j'ai fixé la tente depuis l'intérieur, je n'avais pas vu que j'avais les 2 fermetures maintenant prises à l'intérieur. Si jamais ça t'arrive, le mieux c'est de les récupérer avec cette pince. Mais ce ne sera pas évident, va falloir forcer. Désormais, tu peux relâcher la tension de ton toit et normalement, ta toile est tendue. On finit par les petits détails, comme l'installation du verre macrolon, la petite fenêtre du haut. Alors c'est pas marqué comme ça sur le manuel. Il me restait encore ces languettes de joint fin. Je me dis au lieu de foutre du Sikaflex et que ça va faire dégueulasse sur la vitre, je vais mettre ça tout le long en bas. Juste une petite encoche aux 2 extrémités. Ils sont un peu plus longs, comme ça ils viennent se coincer dans le rail à gauche et à droite. Une fois que le morceau est taillé, mettre le joint, passer un coup de Sikaflex sur la barre de contour de fenêtre et venir plaquer la vitre. Il faudra par la suite rajouter encore du Sikaflex au pourtour de la fenêtre. Et pour terminer, fixer les 6 crochets pour passer les sangles qui maintiendront la toile pliée quand le toit sera fermé.
Il faudra ensuite passer un coup de Sikaflex sur tout l'extérieur pour rendre le pourtour de la tente étanche à la pluie. Sur la 20e étape de la notice, quelques conseils sur la réalisation de lits pliables ou relevables te sont proposés. Je suis parti sur ma propre conception que je t'expliquerai lors de notre première vidéo road trip avec Miss Pirate du Portugal à la France. En attendant, quelques extraits de mon ressenti avec ce toit ouvrant. Le toit The Overlandise, la toile noire parce que ça allait bien avec le 4x4, mais du coup il faut savoir que le noir attire plus la chaleur et concrètement dedans il fait vraiment chaud. Après il n'y a aucun problème, tu peux ouvrir les côtés, ça aère. Bon ça c'est moi qui l'ai mis en plus parce que je vais t'expliquer un petit truc là-haut. Il y a un petit truc qui pour moi est mal placé et je l'ai déjà écrasé dès la première fermeture. La vue qu'on avait ce matin en se levant. Un exemple de ce côté quand la fenêtre est fermée, ce qui est cool avec le Defender, c'est que tu as en plus de ça les fenêtres sur le côté comme ça permet de voir quand même dehors quand il pleut et tout, et de voir quand il pleut plus. Je les ai teintés comme ça c'est encore mieux tu vois. Et ici elle est pas teintée. En fait le concept du toit The Overlandise c'est qu'ils reprennent exactement la même forme et il n'y a aucune découpe. Alors on peut pas ouvrir la moustiquaire. Ils ont laissé la moustiquaire à demeure. Au début je trouvais ça dommage mais en fait au final tu profites de la vue pareil, tu vois pareil. Et la moustiquaire c'est quand même cool On va toujours bivouaquer à des endroits où il y a des millions de moustiques. En revanche pour l'arrière tu vois tu as les deux. Là c'est ce qui était fermé tout à l'heure, donc la toile de cette matière là quoi. Et aussi la moustiquaire. Donc là j'ai ouvert les deux comme ça on y voit clair. Alors ce que je disais moi les trucs que j'ai pas trop kiffé. En fait si tu veux là à l'extérieur, là et là, tu as les deux clips qui sont à ras de la fermeture. Ce qui fait que toi quand tu fermes t'es dedans et tu peux pas faire gaffe partout. Et moi le premier jour c'est venu fermer ici et s'écraser sur la barre de fer. Voilà pourquoi moi je suis en train de bricoler un truc. Je vais passer un système où en fait je vais venir scratcher ici, le deuxième je sais pas où il arrivera, mais je viendrai scratcher. Comme ça même si je l'écrase ce truc là, c'est que du tissu et il n'y a pas de problème. Ici c'est la deuxième accroche, ok bon je l'ai mis là. Quand tout est attaché, il n'y a rien qui pend, c'est parfait. Je pense que je vais faire un système de scratch où tous les trucs sont scratchés sur le plafond au moment où on ferme et au moins tout est nickel. Pareil pour ces trucs là. Donc ça c'est moi qui les ai mis parce que ce qui se passe quand tu fermes, c'est que une fois sur deux, cette toile au lieu de se fermer et rentrer à l'intérieur, elle ferme en débordant dehors. Et évidemment tu peux pas fermer comme ça et si tu fais pas gaffe tu peux même l'abîmer et le péter parce que cette barrette là et l'autre barrette vont venir s'écraser ensemble et s'il y a la toile au milieu à force, s'il y a la fermeture par exemple, tu vas la casser. Moi mon système c'est celui-là. Quand j'ai besoin de fermer, je vais ici et je passe ça là parce que là tu vois ça tire, ce qui fait que au moment où je vais fermer ça va tirer toute la toile vers l'intérieur. Du coup j'ai plus ce problème de toile qui va à l'extérieur et qui peut se pincer. Donc ça c'est le premier système que j'ai trouvé pour que ça marche correctement. À l'intérieur c'est pareil. Là je les ai enlevés pour montrer un peu le lit. En fait je vais aller sur le même crochet que j'ai mis, comme si je mettais celui-là aussi, voilà. Ici ce crochet, là je cherchais le deuxième, je fais pareil pour ici avec ce système. Quand je plie, tu vois, ça force vers l'intérieur, ça va venir ramener la toile sur le lit. Ça, on le laisse même à demeure, à la limite, ça gêne même pas quand on dort. Mais à terme, ça va être même mieux, c'est que je compte mettre un crochet là, comme ça va venir ici, et là, ça gêne plus du tout. Ici, tout l'intérieur, pareil. Ce qui fait que j'ai que à m'occuper quand je ferme des deux petits clips là, qui pour le moment, c'est pas encore l'élaboration finale. Ainsi, au moment de plier la tente, la toile est tirée à l'intérieur et ne sera pas écrasée par les deux cadres. Tu vois ça? C'est ça qui des fois vient écraser là. Alors il faut venir tirer dedans. Le deuxième pareil. Et là une fois qu'ils sont dedans c'est bon. Ensuite ici tu enroules. Ça t'es pas obligé d'enrouler si tu pars d'un bivouac et tu vas de suite à un deuxième. C'est juste pour pouvoir voir avec le rétro derrière. Il prévoyait la fermeture, donc le maintien du toit fermé avec ces sangles là sur le côté qui viennent ici et ici, celle-là qu'on a vue tout à l'heure et pareil à droite. C'est juste ça qui pour eux ferme le toit. Je trouvais que c'est un peu léger parce que si tu sangles pas correctement ça peut peut-être ouvrir et à un moment donné, je sais pas avec les vibrations de la route etc. Quand tu fermes le toit, tu forces beaucoup jusque là et une fois que tu es là, ça bascule dans l'autre sens et hop, finalement c'est facile après. Et du coup moi j'ai juste rajouté ici les clips pour fermer. Tout le monde qui fait ça de toute façon, tu regardes toutes les photos, tous les mecs font ça. Moi ça me permet même de rajouter après un cadenas parce que j'en ai pris un avec cadenas. Hop, comme j'ai dit, tu rajoutes ça. C'est pas fourni avec le toit ouvrant.
de chez The Overlandise. T'as juste ça et ça en plus. Là, comme je t'ai dit, cadenas, au moins t'es tranquille pour les vols. Et voilà, malgré toutes les précautions que j'ai prises, parce que j'ai fait tout comme il disait, qu'il faut mettre le cadre à l'avance, tracer les traits correctement, pour voir où mettre les rivets, etc. pour qu'il n'y ait pas cet écart. Malgré toutes les précautions du monde, t'as un écart. Tu vois, c'est pas vraiment aligné là. 3-4 mm du coup qui se rattrape ici aussi. Après le reste ça va. En fait il y a l'épaisseur du truc qui permet de rattraper si jamais c'est fait exprès. Je termine un petit peu sur le toit, comment il est sur ce qui est charnière. Ici, tu vois, il y en a plein qui proposent des systèmes différents. Beaucoup vont te dire, bah là, c'est là où c'est problématique, c'est obligé de faire une découpe, etc. T'as des gars, ils ont réfléchi, il n'y a besoin d'aucune découpe. C'est juste, hop, on vient reprendre la hauteur qu'il y avait du toit, on vient foutre la charnière là, et ça fait, on va dire, un truc qui fait 12-13 cm de haut. D'autres toits ouvrants, j'ai vu par photo, parce que je les ai pas vus en vrai. Je vois des trucs qui font 20-25 cm peut-être. Ça fait une putain de plaque qui prend le vent quand tu roules. Là, moi, je trouve que c'est pas mal, c'est le minimum. Et c'est le minimum qui permet de garder son lit, pas devoir défaire le lit, etc. Quand tu plies, il y a encore la place pour les oreillers, les couvertures, etc. Donc c'est parfait. Et ça va me permettre même, je pense, plus tard, pourquoi pas rajouter ici des lumières encastrées dans le truc, plutôt que de les avoir en superstructure, les avoir encastrées, pourquoi pas avoir plus tard. Bon, les petites problématiques que j'ai eues, c'est que le schnorkel qui est ici, bah, il n'est pas adapté du coup. Avant, il arrivait au-dessus du toit et il n'y avait pas de problème. Maintenant, il vient toucher ici et du coup, il vient décaler. Je parlerai du lit aussi parce qu'actuellement, il n'est pas fourni par The Overlandise. Ceci dit, il est en train de proposer des trucs. Mais moi, j'ai fait mon propre truc et j'explique plus tard, t'inquiète. Eh bien, ce tuto construction est désormais terminé. Je te propose de t'abonner à la chaîne pour voir par la suite la vidéo de notre road trip où je t'explique la conception du lit et voir au fil du temps l'évolution de l'aménagement du Defender. Je te laisse avec quelques extraits de nos vidéos. C'était le Pirate Aventurier et Miss Pirate. À la prochaine camarade.